Le thème de l'édition 2022 de la Nuit des idées des instituts français dans le monde portait sur le thème « Reconstruire ensemble ». À Madagascar, où la reconstruction passe par des réflexions sur les défis et les enjeux environnementaux, les organisateurs ont choisi de parler de l'après-Glasgow, de ce qui doit se faire après la COP26. Reconstruire ensemble, Glasgow 2021 et après a donc été le thème retenu par les organisateurs et ce sont des femmes engagées pour la cause qui en ont parlé. Elles ont parlé de changement climatique, d'entrepreneuriat vert, d'entrepreneuriat bleu. Je tiens particulièrement à féliciter l'écolière parce qu'elle est perspicace, elle traduit avec ses mots d'enfant les projections de grands scientifiques. Effectivement, c'est ce qui est annoncé par la science. Il y a d'une part ce qu'on appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. C'est le GIEC qui constitue la base scientifique des pourparlers dans les négociations climatiques lors des COP. Au niveau international, il y a le GIEC. Au niveau national, nous avons aussi la Direction générale de la météorologie ou la DGM. Et leurs discours concordent. Les projections climatiques disent que, à cause du changement climatique, les événements extrêmes vont se succéder et vont se durcir. Donc, quand je parle d'événements extrêmes climatiques, je parlerai de sécheresse, d'inondations, de cyclones, de vagues de froid, mais aussi de canicules. Tout ce que j'ai dit là, toutes ces choses que j'ai énoncées, nous les voyons presque tous les jours dans les journaux quand on regarde la télé. Et nous le vivons maintenant à Madagascar. En l'espace de quelques mois, nous avons vécu la sécheresse et l'inondation rien que dans la ville d'Antananarivo. Donc là, je pense que ce sont des signes précurseurs. Moi, je ne peux pas dire là tout de suite, c'est le changement climatique. On ne peut pas dire ça comme ça. Je le répète, le changement climatique est un phénomène amplificateur. Toutes ces choses-là, on les connaît déjà. L'humanité a de tout temps connu toutes ces périodes de sécheresse et d'inondation, mais ça va s'amplifier. Le disent les scientifiques, ça va s'aggraver. Et le dernier rapport du GIEC dit que d'ici le milieu du siècle, la ligne rouge va être atteinte. La ligne rouge de dépassement des 1,5 degrés C d'augmentation de la température va être atteinte si l'humanité continue sur son trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Si cette ligne rouge-là, elle devait être notre objectif pour 2100, on va l'atteindre pour le milieu de ce siècle. Donc les signes ne sont pas bons. Ça fait un peu peur, mais on est là, il n'est pas encore trop tard. En premier lieu, on a parlé de réchauffement climatique parce qu'on a constaté qu'il y a une augmentation de la température moyenne globale. Au fil du temps, on parle de changement climatique parce qu'il n'y a pas que la température qui augmente, c'est le climat dans son ensemble qui est en train de changer. Par la suite, on peut parler de dérèglement climatique. Le climat se dérègle, donc il y a des équilibres qui sont rompus. Et actuellement, il y a des scientifiques qui parlent de changement global, de global change. Ce n'est plus une question de climat, c'est une question d'écosystème et c'est une question de système humain. Donc c'est le système naturel et humain dans son ensemble qui est en train de tanguer. Nous allons faire une trajectoire inconnue. Personne ne sait où est-ce qu'on va. On n'a jamais vu ça. De toute l'histoire de la Terre, donc de l'histoire géologique de la Terre, on n'a jamais connu ça, et on ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'on dit la ligne à ne pas dépasser, c'est 1,5 degré C d'ici 2100. Si on dépasse cette ligne, on va vers des trajectoires inconnues. On craint ce qu'on appelle la rétroaction entre le climat et le cycle du carbone. On craint que tous les puits de carbone se transforment en émetteurs. Donc imaginez que les forêts vont émettre le carbone, que le puits océanique va émettre du carbone, que tous les les sols gelés dans l'hémisphère nord vont fondre
et à l'intérieur il y a du méthane, tout ça va émettre du carbone, donc nous acheminons vers un scénario catastrophe. Je pense qu'il y a aujourd'hui toute une génération justement de jeunes qui sont orientés vers l'entrepreneuriat vert, l'entrepreneuriat bleu, cette économie verte et cette économie bleue. On en parle de plus en plus. Je sais justement qu'au niveau du ministère, il me semble, une direction dédiée à la promotion de l'économie verte, de l'économie bleue. Et je pense qu'au niveau de toutes les autres entités ministérielles, ça doit être un véritable positionnement d'aller vers ce type d'économie. Et je rajouterais enfin qu'il existe aujourd'hui des plaidoyers, des mouvements qui rassemblent en tout cas des entrepreneurs ruraux qui se tournent vers l'économie verte, vers l'économie bleue. Et que en ce moment même, il y a un plaidoyer qui est en train d'être fait pour qu'il y ait pour un texte de loi qui va reconnaître en fait les entreprises rurales qui ont un impact positif dans la gestion des ressources naturelles, ainsi que pas uniquement les entreprises rurales, mais les entreprises de manière générale, les coopératives, etc., pour qu'elles aient un statut d'entreprise sociale, qu'il y ait moins de taxation sur ces entreprises, qu'il y ait plus d'opportunités. Donc c'est un plaidoyer qui est en cours aujourd'hui et on espère qu'il sera entendu avec une proposition de loi qui est déjà en cours d'écriture par ce mouvement qui existe aujourd'hui, qui collabore notamment avec le SAID ITAO sur cette thématique. Donc on essaye de rester positif. Est déjà en train de se faire. Je ne dirais pas le contraire, puisque en fait, nos paysans, ils ressentent déjà les effets. Il y a 10 ans, 20 ans de cela, nous avons fait de la promotion vous savez, les engrais chimiques et tout ça, mais à ce stade-là, ces fermiers-là, ces paysans-là, ils voient que leur terre est en train de devenir infertile et que leur production n'est plus soutenue. Et d'autant plus, d'un autre côté, nous savons aussi que Madagascar est en train de connaître une situation de pauvreté bien pire que ce qu'on a vécu il y a 10 ans. C'est-à-dire que ces paysans vont se tourner davantage vers ce qu'ils ont déjà en main. Et ça, c'est une bonne chose, puisque tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir booster leur production se trouve déjà à portée de main. Notamment, nous savons tous que les ordures ménagères peuvent très bien être, par exemple, transformées en compost. Les techniques comme la lombriculture ou encore les techniques d'utilisation des bouches noires, les bouches soldats noirs, sont des techniques qui sont très peu répandues mais qui sont très très efficaces en termes de production d'engrais. Donc moi je dirais que la sensibilisation est déjà passée, la transition a déjà commencé mais que la mission n'est pas encore accomplie. La société civile, à travers un bureau qui s'appelle le PIMTT, fait déjà la promotion de plusieurs de ces outils qui promeuvent l'agroécologie. Et d'ailleurs, par la présence, j'aimerais vraiment inciter les jeunes et même les enfants qui peuvent avoir accès à ces ressources à aller consulter. Il y a des fiches pédagogiques, il y a des outils d'itinéraire technique qui sont très très faciles à lire, très très faciles à assimiler. Nous avons des vidéos dans YouTube qui peuvent nous aider à comprendre comment ça se passe. Et plus important encore, nous avons beaucoup de sociétés civiles, beaucoup d'associations, beaucoup de groupes qui sont engagés dans ce réseau de formateurs, dans ce réseau de promoteurs de l'agroécologie, et ils peuvent être trouvés à la base. Si pour cela, ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter via la page Facebook de SAPEL-JKM, via la page Facebook de PIMTT, ou même se référer à d'autres sociétés civiles, notamment aussi au niveau de Green & Cool, pour voir qu'est-ce qui se fait déjà, puisqu'il est très important de s'informer là-dessus et de voir qu'il y a ce qu'on appelle les petites technologies qui sont à portée de main mais qui peuvent apporter de grands changements. D'abord, il faut comprendre le sens du mot COP.
Conference of Parties. CDP en français, conférence des parties. Ce sont les parties qui se réunissent. Quelles sont les parties? Ce sont les pays qui ont ratifié. Ce sont donc les pays qui discutent et qui négocient à la COP, étant donné que c'est une convention qui a obtenu la ratification universelle. Donc ce sont tous les pays du monde qui se réunissent tous les ans pour parler, pour discuter et négocier pendant la COP. Quelle est la composition des membres de la délégation? Donc, quand on parle de pays, il y a d'abord donc les gouvernements. Donc, ce sont les gouvernements qui négocient. Donc ce sont les représentants des gouvernements qui représentent leur pays, qui participent aux négociations officielles. Mais il n'y a pas que. À la COP, il y a les discussions officielles dans les négociations, mais il y a aussi ce qu'on appelle les side events, ou les événements parallèles. Au départ, il n'y avait pas de side events. Et puis, à un certain moment, il y a eu quelques initiatives pour mettre en place les side events. Ce sont les conférences et les expositions en dehors des discussions officielles. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les sites où se trouvent les side events sont désormais plus grands que la superficie des zones de négociation. Pour dire aussi la place importante des side events, on l'a vu, les discussions qui se font en dehors de négociations vont influer sur l'avancée du processus et sur le dénouement du processus. Donc, dans la composition de la délégation, il y a évidemment les représentants des gouvernements qui vont participer aux négociations officielles, mais après, c'est selon le pays. Alors, Madagascar, lors de la COP26, a fait en sorte qu'il y ait une très grande représentativité des différentes instances dans le pays. Il y a eu une représentation des jeunes, il y a eu une question à propos des jeunes, il y a Max Fontaine qui a représenter les jeunes là-bas. Il y a aussi les sociétés civiles dont fait partie Yand, il y a les ONG, donc tout ce qui est entité au niveau national, on a fait en sorte que ça soit représenté dans les COP afin de suivre les négociations pour la partie gouvernementale, mais aussi assurer la collecte des informations dans les side events et aussi la visibilité du pays dans les side events. Il faut savoir que pendant les COP, il y a des dizaines et des dizaines de réunions qui se font en parallèle. Alors, si un pays veut vraiment suivre les discussions, il a tout intérêt à avoir une délégation importante. Ce n'est pas 5 ou 10 personnes qui vont pouvoir suivre toutes les discussions qui se font là-bas. Et donc, c'est important qu'il y ait cette participation importante. Les pays comme la Chine, ils envoient des centaines de négociateurs dans les COP pour être assez puissants et avoir son poids. Mais là, ça dépend de la capacité qu'ont les pays pour envoyer ces négociations-là. Dans les COP, il y a les pays, mais il y a aussi les groupes. Et ce sont surtout les groupes de pays qui s'expriment, surtout dans les salles plénières. Donc il y a des groupes de pays, il y a des coalitions, il y a des coalitions régionales, mais il y a aussi des coalitions des pays qui ont les mêmes intérêts, et un pays peut appartenir à plusieurs groupes. Pour le cas de Madagascar, nous appartenons à 3 groupes. Il y a d'abord le groupe de 77 des Chine, il y a le groupe africain et le groupe des PMA ou le groupe des pays les moins avancés. Le G77 des Chine, c'est le plus grand groupe de pays des Nations Unies. Ça regroupe ce qu'on appelle les pays sous-développés. Donc il y a 100 pays et plus, 135 si je ne me trompe, dans le G77 des Chine. Et dans ce groupe, il y a un grand clivage, parce qu'il y a des pays qui sont encore pauvres, comme Madagascar, mais il y a aussi les grands pays émergents, comme la Chine ou l'Inde. Et ça va encore complexifier encore plus les négociations. À part ça, il y a le groupe africain, donc c'est un groupe régional. C'est un groupe aussi qui a sa place dans les négociations climatiques parce que il y a des jeunes négociateurs qui émergent. Il y a aussi, parce qu'il y a aussi
des connaissances à avoir pour entamer les discussions climatiques. Il ne suffit pas de connaître le changement climatique, c'est très technocratique. Donc il y a aussi des négociateurs qui sont dans ces groupes-là. Et cet aspect régional aussi, c'est ce qui fait la spécificité du groupe africain, parce que c'est presque tout un continent qui parle d'une même voix. Et puis il y a le groupe des PMA, le groupe des pays les moins avancés, ça regroupe 46 pays. Donc ce sont des pays qui revendiquent comme le groupe africain. Donc cette circonstance particulière des pays en développement qui subissent injustement les effets du changement climatique sans en être responsables. On mobilise des jeunes de tout Madagascar, on montre que les jeunes sont aussi des experts, ont aussi des compétences, ont aussi des solutions, et que ces jeunes ensuite soient les relais pour former d'autres jeunes, et que donc on forme des jeunes leaders pour que eux-mêmes par la suite ils puissent relayer. Et puis un gros combat sur lequel on s'est positionné. Donc je parlais donc du genre et de la justice climatique. Donc en ce moment, on est beaucoup sur cette thématique. On a une collaboration avec des institutions comme l'UNICEF, où là, on est en train d'élaborer des outils de sensibilisation pour atteindre le plus grand nombre de jeunes. Donc c'est de la sensibilisation, c'est du plaidoyer au niveau national, au niveau international, et c'est la mise en avant des solutions par les jeunes, parce que les jeunes sont en effet capables d'apporter des solutions qui sont innovantes.